Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Le président français Emmanuel Macron a annoncé récemment qu'il y aura une refondation de la politique migratoire vers le début de l'année prochaine. L'immigration, c'est peut-être le sujet le plus important dans cette ère de mondialisation. Le mouvement des gens à travers des frontières qui s'effacent de plus en plus. Impossible de vivre en France aujourd'hui et ne pas remarquer la manière dont la politique migratoire continue à transformer le pays. Et ce n'est pas que moi qui le constate, mais aussi la plupart des Français. D'après un sondage mondial Ipsos publié en septembre dernier, il n'y a que 14% des Français et 21% des gens à travers le monde entier qui croient que l'immigration serait positive pour leur pays. Que devrait-il donc faire Macron pour maîtriser la situation ? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Jean Messia est économiste, haut fonctionnaire, conseiller spécial de Marine Le Pen au Front National et hier il fut nommé ambassadeur à la refondation du Front National. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur français, avait dit récemment qu'il y a environ 300 000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Emmanuel Macron, lui, il dit qu'il faut refonder la politique migratoire française parce que sinon, ça va alimenter les extrêmes. Il faut faire quoi concrètement, à votre avis ? C'est quoi la chose la plus importante à adresser ? Il faut commencer par dire que l'immigration, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une idéologie. L'immigration fait l'objet d'une politique, vous l'avez cité, c'est la politique migratoire. Cette politique migratoire doit être élaborée de manière pragmatique, en fonction de la situation du pays qui la définit. Fut un temps en France, dans les années 50-60, lorsque nous étions en phase de refondation du pays après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait appel à une immigration massive. C'était une immigration de travail qui ne posait aucun problème puisque la France était susceptible d'accueillir ces immigrés, de les intégrer par le travail. Aujourd'hui, la France n'a plus les moyens d'accueillir, d'abord parce que nous n'avons pas intégré ni assimilé une majorité des immigrés qui sont sur notre territoire, et puis surtout, nous n'avons plus les moyens financiers d'accueillir de nouveaux immigrés. Donc si on veut avoir une chance que l'immigration actuelle s'intègre et s'assimile, il faut stopper tout apport extérieur d'immigrés supplémentaires. Oui, j'avais remarqué que Emmanuel Macron a distingué entre réfugiés et migrants économiques. Donc, ok, il ne rentre pas par cette porte-là, mais quand même, il dit aussi qu'il faut accueillir des gens qui peuvent servir l'économie française. Alors, d'un côté, il rejette sur le plan économique, de l'autre côté, il les accueille sur le plan économique. C'est une bonne stratégie, ça ? Non, parce que je pense que Emmanuel Macron est un immigrationniste, c'est-à-dire qu'au fond, il fait partie de ce dogme qui consiste à faire venir le plus possible d'immigrés, indépendamment de la situation de notre économie, parce que, en fait, aujourd'hui, l'immigration ne relève pas du tout de l'humanisme, ou en tout cas très peu. Elle relève surtout de logiques néo-négrières pour peser sur le facteur travail, pour peser sur les salaires et pour entraîner une déflation salariale qui fasse grossir les profits d'une minorité. Et d'ailleurs, le Parti communiste en son temps, le Parti communiste français en 1980, par la voix de Georges Marchais, avait reconnu cette logique négrière derrière l'immigration et bien que n'étant pas du tout au Front National, évidemment, il était aux antipodes. Georges Marchais avait dénoncé la politique migratoire laxiste déjà en son temps. Il y a aussi cette théorie que les pays occidentaux ont vraiment besoin de main-d'œuvre migratoire pour maintenir sa population. On voit ça, je dirais, plus récemment en Allemagne avec la stratégie de Angela Merkel, la chancelière allemande, d'accueillir 1 million de migrants sur le territoire allemand en 2015. Est-ce que c'est une stratégie saine et d'où vient cette idée ? Écoutez, je pense que ça vient du canevas intellectuel et idéologique dans lequel
le monde est inséré depuis le début des années 80. Je veux parler du paradigme néolibéral, cette croyance que finalement le marché est une sorte d'élément naturel, d'environnement naturel, au sein duquel le citoyen doit être supplanté par l'individu, par ce qu'on appelle l'homo economicus, c'est-à-dire un consommateur, grosso modo, et un producteur. Donc en fait, la logique de l'Allemagne, c'est une logique purement comptable et économique, c'est-à-dire démographiquement, il manque 2 millions d'Allemands dans les usines allemandes. Qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens. Donc il y a, si vous voulez, dans cette conception, une logique d'interchangeabilité des individus. L'individu devient une force de travail totalement déconnectée de sa culture, de ses racines, de sa langue. Et donc, on voit bien que la logique économique, effectivement, est réalisée à travers ce raisonnement, mais derrière, ça pose tout un tas de problèmes parce que un Syrien et un Allemand, ce n'est pas la même chose, c'est deux peuples différents, deux religions différentes, deux cultures différentes, et l'homme n'est pas qu'un objet économique. Oui, mais il y a aussi un problème avec tout ça. D'après ce que je vois, il y a ici en France, par exemple, Benoît Hamon du Parti socialiste, qui craint la montée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, jusqu'au point où il a proposé, lors de la dernière cycle électoral, de taxer les robots. Et en même temps, il ne veut pas réduire l'immigration. Alors, on va dans ce sens de plus en plus, c'est sûr. On va vers le remplacement, par exemple, des caissières dans les supermarchés par des machines. En même temps, on veut augmenter le niveau d'immigration. On accueille tous ces gens-là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans? Il n'y aura pas de travail pour eux. Vous mettez le doigt sur un paradoxe dévastateur pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, alors même que nous ne sommes pas encore une société de robots, peut-être que nous y arriverons dans quelques années, en tout cas c'est bien parti pour, nous avons déjà 6,5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Donc, à moins de faire grossir le rang des chômeurs et des pauvres, je ne vois pas aujourd'hui, ni sur le plan économique, et encore moins sur le plan, je dirais, identitaire, les justifications d'une immigration supplémentaire. Il faut effectivement réduire l'immigration de façon drastique. Je vous donne un exemple. On nous dit que l'immigration aujourd'hui, c'est pour des raisons humanistes que les migrants viennent de pays en guerre. Mais quand on regarde ces malheureux réfugiés qui sont sur les bateaux en Méditerranée et dont plusieurs milliers ont hélas perdu la vie, ce ne sont pas des gens qui viennent de Syrie ou de zones en conflit pour la plupart. Ce sont des Africains qui viennent de pays en paix. Donc, c'est pas parce que nous disons qu'il faut fermer nos frontières à toute immigration supplémentaire que nous ne faisons pas preuve de compassion vis-à-vis de la souffrance humaine. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas, comme disait un président il y a une trentaine d'années, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Notre solidarité doit avant tout rester nationale. Si un jour on a 5% de croissance, on a des excédents budgétaires à ne plus savoir qu'en faire, il n'y a pas de problème pour que nous fassions preuve de solidarité vis-à-vis du reste du monde. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une explosion dans le taux de chômage dans les autres pays européens, en Grèce par exemple. En même temps, on dit qu'il faut être solidaire dans l'Union européenne et on accueille tous ces gens de l'extérieur. Pourquoi ne pas offrir, s'il y a des emplois aujourd'hui en Allemagne, pourquoi ne pas offrir ces emplois-là aux gens de la Grèce qui sont au chômage? Pourquoi est-ce qu'il faut importer un tas de gens dans l'Union européenne et la noyer de main-d'œuvre supplémentaire? Parce qu'un jour, on va avoir ça. C'est pas la solidarité avec les autres pays quand ils ont besoin de l'emploi sur lequel il faut appuyer? Écoutez, en tout cas, au départ, la conception de l'Union européenne, et notamment de la zone euro, on voulait en faire une zone monétaire optimale. Alors, je rappelle pour vos auditeurs ce qu'est une zone monétaire optimale. Une zone monétaire optimale, c'est une zone dont les régions peuvent se passer de monnaie respectives, sachant qu'il existe d'autres mécanismes de correction des déséquilibres commerciaux. Je veux dire par là que, vous l'avez souligné, si l'Allemagne connaît un fort taux de croissance et a des pénuries en matière d'emploi, eh bien, il faudrait que les chômeurs français ou les chômeurs italiens ou les chômeurs grecs puissent aller en Allemagne. Alors, il y a effectivement l'espace Schengen qui leur permet, mais le problème, c'est que
Encore une fois, la logique économique et la logique du capitalisme financier s'affranchit de la logique des peuples et des racines et des cultures. C'est-à-dire que un Français, grosso modo, à l'intérieur de l'Union européenne, un Français, un Italien, un Espagnol, ils bénéficient des mêmes droits et très souvent des mêmes salaires. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'intérêt pour le capitalisme allemand de recruter des gens qui vont payer à peu près comme les Allemands, ou un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas dans la même fourchette. Leur intérêt, parce que l'économie est rentrée dans une phase de capitalisme financier, l'intérêt, c'est la maximisation du profit. Or, on ne maximise pas les profits avec des revendications salariales élevées, des taux de protection du travailleur élevés, tout un tas d'institutions comme le Code du travail, les syndicats, etc. On maximise le profit à partir d'individus qui sont payés au minimum, ayant le moins de droits, et surtout, comme ils ont à cœur de s'intégrer, ils seront les moins revendicateurs possibles. Pour moi, c'est pas plutôt le capitalisme, ce que vous décrivez, c'est plutôt le mercantilisme ou quelque chose d'autre, parce que moi, je ne vois pas, en tant que quelqu'un qui est vraiment, je dirais, capitaliste, je ne vois pas mes valeurs dans ce que vous expliquez. Pour moi, c'est quelque chose complètement différent. C'est pas les valeurs du capitalisme pur. Écoutez, moi, en tout cas, je m'en tiens à ce que j'ai appris à l'université. Là, en première année d'université, lorsqu'on vous apprend l'économie, on vous dit que l'économie, c'est une entreprise de maximisation sous contrainte. Donc, c'est une entreprise de maximisation du profit quand c'est un producteur, de l'utilité quand c'est un consommateur, avec à chaque fois des contraintes, qu'elles soient techniques, financières, etc. Donc là, on est typiquement dans ce schéma. Il s'agit de maximiser le profit, mais en minimisant la contrainte. Il y aura toujours des contraintes, mais le but, c'est de la minimiser. Donc effectivement, là, comme il manque des travailleurs, il y a une fenêtre de tir, une opportunité qui s'ouvre pour essayer de réduire encore plus la contrainte par rapport à la période antérieure. Donc si déjà on réduisait la contrainte avec les salariés allemands qui sont syndiqués, qui sont protégés, etc., maintenant qu'il y a moins de salariés allemands et qu'il faut les remplacer, on ne va pas les remplacer par des gens qui ont des revendications identiques ou proches. On va essayer de les remplacer au contraire par quelque chose de beaucoup plus déflaté, de telle sorte à ce que la maximisation du profit soit encore dans une dynamique encore plus importante que celle qu'elle ne fut naguère avec des travailleurs allemands ou européens. Est-ce que c'est juste d'utiliser l'Union européenne comme bouc émissaire pour tous les problèmes migratoires de la France, comme certains ont envie de faire souvent ? Écoutez, alors moi je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas le cas du mouvement que je représente. Disons que l'Europe n'est pas un bouc émissaire en tant que tel, puisque en fait, bien avant, à partir des années 80 par exemple, il y a eu une immigration massive, le regroupement familial qui a été décidé en France par des dirigeants français, à une époque où Schengen n'existait pas encore. Et donc les premières centaines de milliers d'immigrés, les premiers millions d'immigrés et leurs familles sont arrivés en France à une époque où l'Union européenne n'était pas encore sur les problématiques migratoires. Alors effectivement, l'Union européenne non seulement a amplifié le phénomène, mais nous empêche aujourd'hui d'agir, même si un gouvernement arrivait avec l'idée de vouloir limiter un certain nombre de choses sur le plan migratoire, sur le plan économique, etc., qu'il ne le pourrait pas. Mais la première des souverainetés n'est pas une souveraineté technique. Ce n'est pas une question de visa, ce n'est pas une question de monnaie. La première des souverainetés, c'est ce que disait le général de Gaulle, c'est l'indépendance des esprits qui gouvernent. La première des souverainetés est une souveraineté politique qui consiste précisément à se donner les moyens d'accomplir une politique migratoire qui soit en adéquation avec les besoins du pays, une politique économique qui soit en adéquation avec le contexte économique du pays, et ensuite seulement, une fois qu'on a la stratégie politique et l'ambition nationale, ensuite seulement nous avons besoin des outils techniques pour les accomplir. Mais il ne faut pas croire que le retour de l'outil va signifier automatiquement le retour d'une politique indépendante. L'intégration, c'est un sujet fondamental. C'est assez d'apprendre le français comme Macron souhaite que les migrants fassent ? Lui, il propose qu'il y ait un vrai effort d'intégration par biais de la langue française. Mais Rachel, le problème, c'est que un théoricien communiste célèbre, Lénine, disait à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité. Le problème, ça veut dire que vous pouvez intégrer des individus, et j'en suis moi-même la preuve,
mais vous ne pouvez pas intégrer des peuples. Or, le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que vous avez une quantité à la fois, je dirais, d'immigrés non intégrés en France, auxquels s'ajoutent chaque année à peu près 200 000 immigrés légaux et autant d'immigrés illégaux. Donc la quantité, à la fois, je suis désolé de parler comme ça, mais à la fois en stock et en flux, rend impossible à ce stade une assimilation, d'autant plus que le contexte a changé. C'est-à-dire qu'il est bien sûr beaucoup plus facile d'assimiler les gens lorsque vous avez peu de chômeurs, lorsque la situation économique est favorable. Aujourd'hui, tous les ressorts de l'assimilation et de l'intégration sont coupés. On a du chômage, la croissance économique est très faible, le creuset républicain français a été saccagé par les élites, on ne parle plus de la France, on ne parle plus du drapeau, on ne parle plus de la Marseillaise, on ne parle plus de ses symboles, on ne parle plus de nos racines. Tout ça est attaqué par nos élites. On a vu encore récemment les décisions du Conseil d'État contre la croix de la commune de Pleuhermel et en faveur du burkini dans les plages du sud de la France. Donc nous sommes dans un contexte où nous ne pouvons plus, ni économiquement, ni financièrement, ni culturellement, accueillir qui que ce soit en France. Oui, c'est quand même beaucoup plus qu'une question linguistique. C'est ce qui m'a frappé par rapport à la proposition du président français. Parce que moi, je suis d'origine canadienne anglophone, je parle le français, qui est une langue officielle du Canada, mais il y avait quand même, et il y a toujours, même après une décennie ici en France, des différences culturelles entre ce que moi je connais et ce que je vis en France. Mais je suis quand même assez bien intégrée en France, mais c'est juste de dire que c'est une question linguistique, c'est aussi culturel. Alors si on accueille tous ces gens, si on les fait apprendre le français, ça nous laisse où ? C'est-à-dire que pour Macron, je pense que le français est une langue étrangère. Lui qui avait déclaré pendant la campagne présidentielle qu'il ne savait pas ce que c'était la culture française. Donc je pense que pour lui, il parle finalement français, comme il parle anglais. Genre qu'il a accordé récemment une interview au Time Magazine en anglais. D'ailleurs, le journaliste du Time avait écrit que c'était la première fois qu'un président français s'exprimait dans un anglais aussi éloquent. Je pense que c'est pour lui la langue française est au même titre que d'autres langues. Elle n'a pas de spécificité particulière et dans son esprit, en tout cas, la langue française ne charrie pas, n'exprime pas une culture, des racines, une façon d'être. Or, pour nous, la langue française n'est que la face émergée d'un grand iceberg qui comprend à la fois notre histoire, nos racines, notre culture, notre personnalité en tant que peuple. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant. Vous et moi, nous sommes ici, nous sommes tous les deux immigrants en France. Et je trouve que souvent, c'est les immigrants qui sont les plus durs avec les autres qui ont envie de venir en France. Et on est plus exigeants que la population locale. Je trouve que c'est parce que, par exemple, moi, je suis ici en France depuis 10 ans. 3 fois par an, il faut que je passe à la préfecture, leur montrer ce que je fais en France, leur montrer les relevés bancaires. En fait, c'est ultra strict. Quand je vois qu'il y a des gens, et j'aime pas trop faire l'amalgame, mais je vais citer un exemple, quand je vois que la personne qui a commis l'attentat à Nice a reçu son titre de séjour de 10 ans, quasiment du jour au lendemain, je me demande, c'est quoi les valeurs de la France ? Comment ça fait que quelqu'un comme moi soit ici, soit indépendant, contribue à la société, ne prend rien, pas une centime de la France, et du coup, quelqu'un comme ça, et ça prend au moins 10 ans pour recevoir, pour que vous soyez tranquille, et quelqu'un comme ça arrive en France, voilà, du jour au lendemain, il a son titre de séjour. Écoutez, c'est précisément ce que dénonce Marine Le Pen depuis des années et des années. Mais c'est quoi les critères ? Le problème, c'est que moi, on n'est pas aux responsabilités. Les critères, normalement, ils sont les mêmes pour tous. Oui. Non, mais c'est pas du tout le cas. Je ne peux pas m'exprimer, si vous voulez, sur ce cas particulier, parce que je ne le connais pas et je ne suis pas au sein de l'administration. Ce que je dis, en sachant, parce que j'ai beaucoup d'expérience par rapport à le système migratoire en France, il y a des catégories. Alors, si vous venez de cette partie du monde, il y a certaines règles pour vous. Si vous êtes d'origine nord-américaine, il y a certaines règles pour vous. Et c'est plus compliqué si vous êtes dans une catégorie professionnelle
que si vous êtes dans une catégorie c'est probable. En plus, de après, rassemblement familial. Voilà, c'est ça. C'est le regroupement familial, effectivement, facilite les choses. Alors, je voulais juste rebondir sur la première partie de votre propos où vous disiez que nous étions des immigrés et qu'à ce titre, on n'était plus... Alors, d'abord, moi, je tiens à préciser que je ne suis plus un immigré, même si il y a eu tout un débat particulièrement houleux avec avec le journal Libération au mois de février de l'année dernière, par lequel il feignait de m'apprendre que j'étais immigré. Oui, j'étais immigré comme on a pu être enfant dans une vie antérieure, mais aujourd'hui, je ne suis plus un immigré puisque je suis devenu français. Donc, je suis de nationalité française. J'ai été naturalisé français en 1990. Donc, ça fait maintenant 30 ans que je suis citoyen français. Vous vous sentez complètement français? Ou 20 ans que je suis complètement français, oui. Donc, et d'ailleurs, j'ai rien connu d'autre que la France, puisque je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, pour ne plus jamais en partir. J'ai 47 ans aujourd'hui, donc je vais pratiquement avoir 40 années de vie en France. Personne ne peut me dénier ma nationalité ou ma citoyenneté, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, il n'y a aucune honte à dire qu'on a été immigré. Je n'ai pas de honte, je suis d'origine égyptienne, je n'ai aucune honte à le dire. Mais que je sache, il n'y a pas non plus de honte à dire qu'on est français. Or, le problème aujourd'hui d'une certaine intelligentsia de gauche, c'est qu'on a le droit de dire que nous sommes fiers de ses origines. On est fiers d'être égyptien, d'être marocain, d'être algérien, mais on n'a surtout pas le droit de dire que nous sommes fiers d'être français. Parce que là, vous basculez dans le néofascisme pour eux. Donc moi je dis, je suis fier d'être français, la France a fait de moi ce que je suis devenu, je suis fier d'être engagé auprès de Marine Le Pen parce que je pense que c'est elle qui représente le mieux, si vous voulez, l'idée que je me fais de la France, qui défend cette idée que je me fais de la France, qui n'est pas, contrairement à toutes les caricatures qu'on en fait, une idée d'exclusion ou de haine, pas du tout, puisque je rappelle à nos auditeurs que le patriotisme, c'est l'amour de soi. C'est le nationalisme qui est la haine des autres. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Donc, et on ne peut pas décemment et je veux dire sainement aimer l'autre si on ne commence pas d'abord par s'aimer soi-même. Ouais, on ne peut pas dire que les gens qui viennent en France devraient être fiers de leurs racines et de leur pays d'origine, sans dire que les Français ont le droit d'être fiers de leur pays Exactement. aussi. Mais... Nous battons pour une seule chose, c'est finalement de rentrer dans le droit commun du sentiment patriotique dans le monde. Nous sommes un peuple comme un autre, ni plus ni moins. Tout le monde accepte l'idée que les peuples ont leur personnalité. Tout le monde accepte l'idée qu'un peuple peut et doit être fier de ce qu'il est, de son histoire, de ses origines, de sa culture, de ses racines religieuses, etc. Je ne comprends pas pourquoi, dès lors qu'on applique ce principe à la France, un certain nombre d'individus dans les hautes sphères poussent des cris d'orfraie. La France, c'est un pays comme un autre, c'est un grand pays, donc il doit au contraire, peut-être plus que les autres, être fier de ce qu'il est, parce que comme disait Benjamin Franklin, tout homme a deux patries, la sienne et la France. Alors, est-ce que c'est possible d'être patriote et aussi vouloir rester dans l'Union européenne ? Écoutez, moi je ne crois pas. D'ailleurs, Marine Le Pen a récemment dévoilé un concept qui est très intéressant et sur lequel nous allons faire des propositions très concrètes prochainement. Elle parle d'union des nations européennes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire quoi concrètement ? L'Union européenne, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise de fuite en avant fédéraliste qui fonctionne exactement comme une idéologie. Donc là, on peut faire des comparaisons à Spoutnik qui vont parler à vos auditeurs. L'Union européenne aujourd'hui, c'est une sorte de nouvelle URSS. C'est-à-dire que ça ne marche pas. L'euro, par exemple, ne marche pas. Il marche pour un seul pays, puisqu'il a été fait par et pour ce pays, c'est l'Allemagne, qui en retire les plus grands bénéfices, mais il ne marche pas pour le reste des Européens. Et en fait, comment explique-t-on les échecs des réalisations de l'Union européenne depuis une vingtaine d'années, en vous expliquant à chaque fois que c'est parce que nous n'avons pas été assez loin dans la fédéralisation. C'est exactement comme du temps de l'Union soviétique, lorsque le plan quinquennal n'obtenait pas les résultats qui lui étaient assignés. On disait, ah oui, mais c'est parce qu'on n'est pas encore en phase pure de communisme. Le jour où on sera dans un vrai communisme, ça marchera. Sauf que si on efface toutes les frontières et on continue à importer les gens de l'extérieur pour réduire les salaires, etc., c'est une course vers le bas.
Justement, c'est ça qui est problématique. Il y aura toujours des fuites sur les frontières quelque part. Moi, je pense, si vous voulez, que l'Union européenne, on sait ce qu'elle détruit, c'est-à-dire les souverainetés nationales et, en fin de compte, les nations, mais on ne sait pas ce qu'elle construit. Et peut-être parce qu'elle ne construit rien, elle ne fait que détruire. Il est là le problème. J'ajoute qu'il y a une idée très nocive dans le projet européen. C'est que le projet européen s'imagine qu'en unifiant des outils, on parviendra à unifier en amont la vision politique de l'unification de cet outil. Or, ce n'est pas vrai. On l'a vu à l'occasion de l'euro. Je rappelle quand même que l'euro, c'est, je dirais, l'achèvement fédéral, le modèle que visent toutes les autres politiques au sein de l'Union européenne. Quand l'euro a été mis en place en 2002, tout allait bien. Oui. Crise financière en 2008, tous les États ont commencé à se déchirer sur l'utilisation de l'euro. Certains voulaient une monnaie forte, d'autres une monnaie faible, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il nous faut une armée européenne. Alors l'armée européenne... Ouais, ça c'est un autre sujet, ça c'est le sujet de l'euro et tout ça, on en a fait plein d'émissions là-dessus. Mais du coup, pour revenir 20 secondes à la question de l'immigration et l'Union européenne, est-ce que la France pourrait tout simplement faire ce qu'elle veut par rapport à l'immigration et protéger ses frontières et ignorer un peu ce que dit l'Union européenne? C'est possible? Écoutez, dès lors... C'est pas un petit pays, la France, quand même. Nous, si vous voulez, on part d'un principe clair. La plupart des européistes nous expliquent que l'Europe est démocratique. Lorsque nous faisons des critiques sur le déficit démocratique européen, ils nous disent « Ah non, mais vous êtes des populistes, l'Europe est très démocratique, il y a sans doute des choses à améliorer, mais globalement, c'est démocratique. » Très bien. Donc ça veut dire que si demain, le peuple français souverain élit un pouvoir patriote et porte Marine Le Pen à la présidence de la République, à ce moment-là, l'Union européenne devra prendre acte de ce changement démocratique et devra le traduire dans son mode de fonctionnement. Si l'Union européenne ne le fait pas, ce que nous croyons, puisque on l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec d'autres expressions démocratiques qui ont été foulées aux pieds par l'Union européenne, à ce moment-là, c'est l'Union européenne qui va rentrer dans un bras de fer avec nous. Mais nous aurons été élus sur un programme, nous allons le porter au sein de l'Union européenne. Soit l'Union européenne est démocratique, elle respecte ce choix et on va vers une autre Union européenne, soit l'Union européenne n'est pas démocratique et à ce moment-là, nous rentrerons dans un bras de fer dans lequel, je peux vous le dire, la France ne perdra pas. Jean Messia, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordremondial.com ou sputniknews.com.